Bienvenue aussi à ceux qui nous verront en direct ou aussi en différé sur le web, enjoyspace.com, qui est le site internet d'actualité spatiale de la Cité de l'Espace et qui se servira de cet anniversaire, comme aussi d'une mémoire de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même extraordinaire de se retrouver finalement avec une bougie à souffler, on va en parler. Merci aussi à nos partenaires, parce que c'est vrai qu'on fait tout ça avec tous ceux qui, autour de la Cité de l'Espace, de nous accompagnent et qui travaillent, le CNES, bien sûr, le Centre national d'études spatiales, le CNRS, l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier, et puis merci à la Cité de l'Espace qui fait beaucoup, et on en reparlera, mais je pense qu'il y a bien sûr beaucoup de laboratoires et beaucoup de gens qui, autour de nous accompagnent, et merci à eux. 17 caméras sur Curiosity, c'est aussi, mais je ne vais pas parler de la Cité de l'Espace, après on s'arrêtera, 17 ans que la Cité de l'Espace, jour pour jour, eh bien, a ouvert ses portes. Donc c'est un petit anniversaire aussi pour nous. On reparlera du 20e sans doute un peu plus sérieusement. 97, c'est aussi un souvenir, notamment pour nous à la Cité de l'Espace, parce qu'on a vu arriver une petite maquette de Sojourner qu'on a installée dans l'accueil. 97, c'était Sojourner, tout petit engin. Très peu de matière grise dedans, mais d'équipements scientifiques, mais tout de même un superbe engin. Et puis 17 ans après, on va en parler d'un autre engin tout à fait différent. Sylvestre, bonsoir. Merci d'avoir voulu fêter cet anniversaire ici avec nous. Docteur en astrophysique, astronome à l'IRAP, OMP aussi, spécialiste des études des environnements et surfaces des planètes, de notre système solaire, pas encore trop dans les exoplanètes. Participe à des missions aussi évidemment d'exploration de la Lune, de Mars, de Saturne, mais on parlera essentiellement de Mars et puis surtout COPI, de cette donc responsable de cet équipement ChemCam dont on parle tant, notamment, et qui opère le rover en ce moment à Toulouse. Et puis beaucoup de qualité aussi de vulgarisation et d'envie de partager, comme d'ailleurs beaucoup de la communauté spatiale à Toulouse. Et merci beaucoup, c'est intéressant. Alors une bougie ou deux. En tout cas, on a choisi de se prendre pour Curiosity et de dire une bougie. Pourquoi ? Alors pourquoi une bougie ? Déjà bonjour à tous. Une bougie, c'est un moment assez exceptionnel. On célèbre cette semaine 1 an martien. C'est pour ça qu'il y a une seule bougie, même si ça fait 2 ans terrestre, Mars. On peut le voir sur ce très beau site. C'est un site de la Cité qui vous permet de vous donner exactement la date, le jour sur Mars, avec un calendrier qui a été pratiquement inventé ici, le calendrier martien absolu, avec une bonne référence qui donne que le fait qu'aujourd'hui, on est le 13 septembre 1071 sur Mars. Alors, Mars est plus loin que la Terre, et j'en viens à ces quelques informations. C'est une planète qui va tourner autour de la Terre, autour du Soleil, excusez-moi, en 680. Je corrigerai si... Oui, tu veux. Si tu vois les erreurs. Tu l'as vu celle-là ? Oui. C'est bon. On tourne autour du Soleil en 687 jours terrestres, et le jour martien dure 24 heures et 40 minutes. Ça s'appelle un sol, et l'année martienne dure 667 sols. Donc nous, on parle en sol tous les jours. On a même inventé un vocabulaire à ce sujet. D'ailleurs, quand on fait des opérations, quand on dit hier ça s'appelle un yestersol. Demain, ça s'appelle un soloro. Et puis, de temps en temps, à cause du décalage entre le calendrier martien et le calendrier terrestre, on est obligé de sauter un jour. Alors, c'est un solidé. C'est les jours où on peut se reposer. Voilà, donc les sols, les années. Pour compléter quand même cette introduction à Mars, une année un peu plus longue, un jour un peu plus long aussi, une gravité plus faible, c'est une petite planète, et ça va être important. Un peu moins de lumière, on est plus loin du Soleil, et donc il fera plus froid. Et puis, quand même, on terminait, une atmosphère. Une atmosphère très ténue, une atmosphère de CO2, on appelle ça une atmosphère primitive, je vais largement y revenir, à peine 7 millibars, c'est très peu. Et puis je crois que c'est bientôt le printemps. Oui, voilà. Alors, on a les années. Ceci dit, c'est pas vraiment des saisons. Non, on est à l'équateur, donc ça change pas beaucoup. Mais on a vu quand même, on est en hiver, on a vu qu'il faisait un peu plus froid, donc on se réchauffe. Voilà. Et puis, sautons sur le sujet, sur ce qui est peut-être... Oui, parce que en fait, le rover, il est là-haut. Il est quelle heure pour lui en ce moment, là, pendant qu'on fête son anniversaire son premier ? Tous les martiens, là, il est quelle heure ? Là, on a un décalage, il doit être à peu près... Vas-y, j'ai oublié.
14h48. Voilà, ça doit être. quelqu'un. On est en famille, hein, c'est pour ça. Quel que soit. Il y a quelqu'un qui nous dit. Voilà, ceux qui ont l'horloge, je peux allumer mon horloge, mais 14h48. Voilà. On a un petit décalage et tous les jours on se décale de 40 minutes. Donc le voici, ce rover, celui dont on va parler ce soir. C'est ce que moi j'appelle un autoportrait, ce que mes enfants appellent un selfie. Vous voyez ça comme vous voulez. Alors, une chose, c'est qu'il a pris de la poussière, là. Alors oui, il a pris de la poussière, alors, il se prend en photo comme ça, hein, là, le selfie, et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il est plein de poussière, il a été fait il y a à peu près un mois. Eh bien, on va revenir sur toute cette année, cette mise en route du rover. Et puis lui, en plus, il n'a pas de panneau solaire, donc ça devrait durer un peu plus longtemps encore alors, que les autres. On sera bien sûr obligé de faire ce bilan énergétique à un moment ou à un autre. Alors, un petit mot rapide, avant qu'on revienne un petit peu aussi sur... quelque chose de sympa qui s'est passé il y a 2 ans, mais un petit mot rapide sur les objectifs scientifiques, parce que toute cette mécanique qui est sur Mars, elle est au service de quoi, là ? Quelle recherche ? Au service de la science. Nous, on produit de la science, de la connaissance. On ne la vend pas d'ailleurs, c'est un problème pour certains, mais on la produit. Vous allez voir qu'on va produire de la très belle science sur Mars, avec une problématique qui, je pense, nous intéresse. Alors, je vais essayer de résumer cette problématique. Je ne fais pas un grand exposé sur Mars, c'est très compliqué. Là, je vous présente simplement la topographie. C'est une carte. Alors ici, vous avez les régions équatoriales, et puis là, les régions polaires, un hémisphère nord, hémisphère sud, avec un code couleur qui témoigne finalement d'une altitude par rapport à un zéro de référence, où on voit en particulier tout un hémisphère nord qui est plus bas, de 4 à 6 km que l'hémisphère sud. C'est un des grands mystères de Mars. Et tout en étant plus bas, vous voyez qu'il y a moins de cratères, il est plus jeune. Voilà, on compte l'âge, un peu comme chez nous, c'est-à-dire nous c'est au nombre de rides, eh bien sur Mars c'est pareil, plus il y a des cratères, plus on est vieux, et donc on a une surface, alors sans savoir vraiment pourquoi, plus jeune de l'hémisphère nord que de l'hémisphère sud. Ça c'est la présentation au premier ordre. Évidemment, si je veux prendre des images, c'est quand même ce qui nous intéresse, ne faites jamais une mission, enfin si, vous allez voir qu'on va le faire, mais une mission sans caméra, je trouve ça toujours très dangereux, parce que Mars est extraordinairement esthétique, il y a plein de choses à voir, et là j'ai fait peut-être qui sont 4 des plus belles images de Mars, qui ne sont pas les plus récentes d'ailleurs. En haut à gauche, vous voyez ce qu'on appelle les écoulements fluviaux. C'est des traces d'eau. Dans le passé, à la surface de Mars, il y avait de l'eau liquide pendant suffisamment longtemps pour qu'on ait ces petits fleuves qui coulaient, ces rivières. On avait aussi évidemment en haut à droite des cratères, et on les a toujours. Alors certains sont érodés, certains sont plus ou moins importants. D'ailleurs, on s'est posé avec curiosité dans un cratère, c'est important. Des volcans en bas à gauche, là c'est le mont Olympe, 28 km d'altitude, c'est le plus haut volcan du système solaire, très très impressionnant. Et puis, témoin de du climat d'aujourd'hui sur Mars, des calottes glaciaires. Donc esthétiquement, beaucoup de choses à voir sur Mars. Évidemment, notre premier soin, c'était de reclasser tout ça dans le temps. Et voici notre histoire de Mars, une histoire ici. Ce qu'on appelle avec la morphologie, c'est une histoire avec des images. Mais avec des images, qu'est-ce qu'on a dit ? On pense qu'il y a une période qui s'appelait le Noachien, très ancienne, entre la formation il y a 4,5 milliards d'années et puis à peu près 3,7 milliards d'années, c'est-à-dire tout au début, le premier milliard d'années, où évidemment il y a beaucoup de corps qui tombent, la planète est chaude, se refroidit lentement, mais c'est probablement la planète où on a une atmosphère dense, une atmosphère très dense, qui probablement fait la planète chaude, suffisamment chaude pour avoir de l'eau liquide. Lentement, le climat va changer. Il se passe quelque chose dans le climat qu'on ne comprend pas très bien encore. Et on passe dans une deuxième période qu'on appelait l'Hespérien, où là, on va développer plus le volcanisme. On va, peut-être, il y a une petite fenêtre pour un océan, mais on y croit de moins en moins, je dois dire, où là, on va transformer. L'eau est toujours là, mais les mécanismes vont se transformer. On va voir justement après comment ils se transforment. Jusqu'à 3 milliards d'années. 3 milliards d'années, c'est assez incroyable. La planète Mars s'arrête de fonctionner. La planète, elle perd son atmosphère, le volcanisme va continuer, mais assez lentement. On rentre dans une période, une planète qui est très sèche, qui est froide. Je ne vais pas dire qu'elle est quasi inintéressante, mais elle a gelé dans son passé l'histoire de Mars. Alors ça, c'est une histoire de morphologie. Je vais essayer de doubler ça avec une histoire un peu plus peut-être compliqué, c'est une histoire de ce qu'on appelle de minéralogie. C'est pourquoi je veux mentionner ça, parce que c'est un très beau résultat français. C'est à bord de la sonde européenne Mars Express. On a placé un instrument qui s'appelle Omega, dont le PI est Jean-Pierre Bibring, et qui fait des mesures de minéralogie. Et ce que voit cet instrument, c'est que finalement la période noachienne correspond à de l'eau avec un pH neutre. Alors très très au premier ordre, ça tend vers de l'eau potable, pH au moins pour la partie pH. Et le pH est neutre, on développe des argiles.
Voilà, c'est la période probablement la plus intéressante de Mars. Et puis ce changement climatique entre le Noaquin et l'Hespérien, on ne sait pas bien où il se passe, va modifier cette eau qui devient plutôt acide. Et là, on va avoir des phases minérales qui sont plutôt des sulfates, jusqu'à cette quasi-mort de Mars, où depuis, on est des oxydes ferriques, ce qui fait que la planète Mars est une planète en quelque sorte rouillée. C'est une planète rouge de rouille de fer. Voilà cette histoire à la fois morphologique et minéralogique. Et puis, je vais encore en faire une dernière histoire, c'est celle du climat. Alors, bon, ça, là, je vais passer, c'est moins important, mais l'histoire du climat, c'est l'histoire de la pression atmosphérique. Parce que si on revient à ce que j'avais dit, c'est-à-dire ces écoulements d'eau, vous avez vu, qui nécessitaient une atmosphère stable, c'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près ici, quelques millibars de CO2 avec un peu d'eau, et puis ça sont des modèles qui montrent que bien on augmente, là on arrive à 1 bar, et puis là peut-être à 2, 3, 4, plusieurs bars de CO2. Eh bien pour expliquer ces écoulements d'eau, il faut imaginer que dans le passé, on avait peut-être une atmosphère de 3 à 5 bars de CO2. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Donc évidemment la grande question, c'est si un jour il y a eu de l'eau liquide sur Mars avec une grosse atmosphère, où est passée cette atmosphère ? Voilà, c'est ça. C'est ça la problématique de Mars. Eh bien, pour ça, on va réfléchir, on va lancer une série de sondes qui vont étudier Mars aujourd'hui, Mars hier, Mars qui a changé. Alors, on dit souvent on vit une époque difficile. Je veux bien le croire. Pour nous, les planétologues spécialistes de Mars, on vit une époque absolument extraordinaire. Qui on le souhaite. Alors, je me tourne vers les politiques qui sont là. Qui va continuer, bien sûr, grâce à toutes les décisions que vous allez, très bonnes que vous allez prendre. Je compte sur vous. Qui voit en à peu près 10 ans, 4 orbiteurs, 3 Américains, MGS, Odyssey, MRO, et puis Mars Express, un Européen. 3 orbiteurs qui fonctionnent aujourd'hui. Odyssey, MRO, Mars Express, ils fonctionnent sur Mars. Qui voient à la surface 4 véhicules. Spirit, Opportunity. Spirit a fini par s'éteindre, mais Opportunity vient de passer ses 10 ans. Phoenix, une très belle mission au pôle qui était de courte durée, c'était voulu, et puis Curiosity. Vous imaginez tout ce qu'il y a à la surface de Mars, c'est vraiment une époque absolument incroyable. Alors cette époque incroyable, eh bien, je pense qu'elle culmine, elle est à son maximum avec notre rover Curiosity, qu'on a choisi de poser dans un cratère, ce fameux cratère dont je vous ai parlé, de 150 km de diamètre, avec en son centre une petite montagne, vous allez voir, qui fait 5 km. Ce cratère s'appelle Giel, et il est à la dichotomie entre ces fameux terrains anciens qui sont élevés et ces terrains qui sont plutôt bas, plutôt jeunes du nord. Et voici décrit, en quelque sorte, ce rover. Sachant que pour arriver à faire de la science, il faut se poser. Il faut y aller, il faut se lancer. Donc ce qu'on avait envie de faire, parce qu'on a quand même vécu des moments extraordinaires il y a 2 ans, ce qu'on a envie de faire, c'était juste de refaire un petit flashback quand même sur ces moments un peu incroyables. Donc je propose de commencer par un petit film. En fait, on a 3 petits films à vous montrer qui vont nous remettre un peu dans le contexte d'il y a un moment où on pensait vraiment que, certes, on était confiant, mais quand même, c'était dur à faire. 5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and liftoff of the Atlas V with Curiosity, seeking clues to the planetary puzzle about life on Mars. Things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. On était beaucoup At plus this de time, it'll begin 1000 à la cité pressurizing de the propulsion l'espace. system to increase the thrust of the system. We'll use that for all the maneuvering in the atmosphere we're about to do. Alors ici, vous vivez ce qui s'est passé partout dans le monde, vous le voyez, avec ici à la Cité de l'Espace, où on a été accueillis. Michel Chevalet décrivait pour la télévision cet événement. Et on avait 70 000 personnes sur le web, nous, avec le CNES. Voilà, donc c'était un grand moment partout dans le monde, des réunions scientifiques. Et ça va durer 7 minutes, pas le film, mais en réalité, tout le monde est très tendu.
on voit des images de synthèse. Évidemment, il n'y a personne pour filmer en temps réel ce qui se passe, et donc voilà, on les entend décrire, les événements se produire, le bouclier. Voilà, on est content à chaque fois qu'il se passe un événement, à chaque fois que ça c'est l'équipe en bleu de l'atterrissage, à chaque fois qu'on s'approche de l'atmosphère. Voilà les directeurs du projet de la NASA. Grand moment d'ouverture du parachute évidemment, qui sera capturé et renvoyé vers la Terre, cette image de MRO. Voilà, le bouclier vient de se séparer. Vous voyez qu'on est encore à 6 km d'altitude et on ralentit. Le but c'est d'annuler toute la vitesse qu'on a pu donner au décollage. Et c'est vrai Voilà, on est en puissance. qu'on a vécu la télémétrie en réel, puis ensuite la télémétrie qui se passait en réel mais qu'on ne connaissait pas, on estimait, et puis ensuite celle qui a eu lieu. Voilà ce qu'elle s'appelle le Skycrane, cet hélicoptère un peu magique sur rétrofusée. Il vient de se séparer. Le signal est toujours très bon et on attend. Touchdown confirmed. We're safe on live. Alors, c'est 10 ans de travail pour beaucoup de personnes. Il est posé. Pour certains, j'ai montré ce film pendant 10 ans. On m'a dit arrête de bosser sur ce projet, ça marchera jamais. Ça a marché. On doit reconnaître qu'on pense qu'il n'y a que la NASA qui est capable de le faire. Ils l'ont fait, c'est le JPL, le laboratoire de Los Angeles. Et c'était une grande joie qui est devenue par la suite une joie populaire, qui était un peu spécialiste au début et que tout le monde a repris. Voici à la Cité. Et puis, nous ici, à la Cité de l'Espace, on a aussi un petit extrait de film qui montre un peu l'ambiance. C'est vrai que tant de gens ont travaillé pour que ça fonctionne et que ça marche. Et attention, la confirmation, c'est forcément la première image. On se pose, on prend une image. Au cas où ça ne marche pas plus d'une minute, le rover. Et donc vous avez vu passer la première des images. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on a vu aussi les images arriver en direct très rapidement. Un engouement qui montre bien qu'on était comme pour Apollo, dans vraiment voilà cette première très belle image. Un exploit quand même extraordinaire du niveau d'Apollo. D'ailleurs, tu en parles tout à l'heure, et je pense qu'on peut mettre un film ensuite qui concerne plus directement la Cité de l'Espace. Et ce jour du 6 août où tout s'est libéré pour faire de la science. Donc si on peut mettre cet extrait d'une vidéo du CNES qui a été faite et qui nous permet de vivre un petit peu en direct ce qui s'est passé ici. À moins qu'il y ait un souci. Il y a un petit souci. Il y a un autre extrait, si jamais il y a un problème avec l'extrait. Une vie, voilà. Quand vous imaginez le parachute, vous vous dites mais c'est incroyable quoi. On respire parce qu'on vient de vivre des moments extrêmement critiques pour la mission, qui étaient ces moments de descente sur Mars, et tout devait marcher et on n'avait pas le droit à l'erreur là. Donc, et là les Américains ont fait maestro. Je crois que tout le monde aussi a applaudi et attendait vraiment que là-bas tout le monde applaudisse pour être sûr que tout se passe bien, et c'est des moments très forts. Le même ressenti qu'au moment du lancement en Floride auquel j'ai participé autour de toutes les équipes CNES, IRAP, et j'en oublie énormément, des milliers de personnes qui ont contribué à Curiosity, que j'ai là. Pour l'événement, la Cité de l'Espace et le CNES avaient sorti le grand jeu. Blogueurs tweetant l'opération minute par minute, émission en direct à la Cité, envoyé spécial sur le site de la NASA en Californie, et le tout retransmis en live sur le web et suivi par plusieurs dizaines de milliers d'internautes. C'était sans doute le dispositif le plus lourd qu'on ait jamais fait en termes techniques. Nous avions 1000 personnes à la Cité de l'Espace, ou pas loin. C'est classique pour des émissions, pour des gens de télé ou des gens de réalisation. Nous, on est passionnés, on travaille beaucoup, mais c'est pas facile quand même. C'est comparable, si vous voulez, pour moi, en émotion à ce qu'était l'homme sur la Lune, le premier décollage d'Ariane. Allez, on avait la trouille que ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme grand événement ? Oui, c'était aussi
parce que j'avais vécu en direct le retour, la première navette aussi. Voilà. Pour moi, ça va être au catalogue, dans l'album d'images, celui-là restera comme étant, mérite une page dans mon carnet. Mais la mission MSL n'en est qu'à ses débuts. Elle va maintenant étudier la géologie, le climat, les taux de radiation à la surface de Mars. Peut-être alors saurons-nous si la planète rouge a un jour connu des conditions compatibles avec la vie. Et c'était un moment quand même extraordinaire, effectivement, qui est comparable à des énormes événements. Et en plus, on va voir après que le bilan scientifique est pas mauvais. Un dernier petit bout de film quand même, parce que là, c'était au JPL, on était en direct et c'était un peu livide. Je crois qu'il y a un film que j'ai pas vu, mais au bout de 90 jours, tout va être fait depuis le CIMOC. Alors, on écoute maintenant Olivier Sanguy qui est avec Sylvestre Maurice, qui doit souffler parce que je l'ai eu plusieurs fois. Sylvestre, bonjour. Fantastique. Ouais, Sylvestre Maurice, le COPI, donc l'instrument Chemcam. Ouais, écoute, Sylvestre, comment tu vas? Tu vas mieux? Ouais, je vais mieux, je respire. C'est dur, ça a été extrêmement tendu. Un mélange de sérénité. Les gens du JPL, bon, je vous l'ai déjà dit, sont les meilleurs. On n'est pas inquiets, mais ils étaient quand même tendus. Et en même temps, ils avaient joué le grand jeu. Enfin, l'événement média, vraiment le plus grand de la NASA depuis l'arrivée de l'homme sur la Lune. Et si vous vous rendez pas compte, ça dira quelque chose plutôt à mes enfants qui sont avec vous. Les Black Eyed Peas sont là pour célébrer l'événement. C'est pour vous dire, les acteurs, les gens du Congrès, toute une série de personnes, ils ont voulu faire un grand événement médiatique. Évidemment, dans 2 heures, on allume notre instrument, on va lui parler, on espère qu'il va nous répondre. On va lui demander est-ce que tu te sens bien, il nous dira oui, quelle est sa température, et puis se remettre en sommeil pour quelques jours. Merci Sylvestre, on continue à suivre et à parler des instruments. Merci beaucoup d'avoir été présent, on l'applaudit. Merci à vous. Merci à vous d'avoir à la fois le CNES, à la fois la Cité, je crois que je l'ai dit en introduction, un petit message pour vous. C'est tellement beau. Vous savez, pour construire cet instrument Chemcam, il y a eu plus de 120 personnes qui ont participé. Et ces 120 personnes ne sont pas toutes ici. Une grande majorité sont dans vos salles de la Cité. Donc c'est en priorité tous ces gens que je voudrais saluer qui ont construit l'instrument de laboratoire, de l'IRAP. C'est eux qu'il faut féliciter. Et bien sûr le CNES qui nous accompagne. Et puis je crois que je peux parler aussi pour les gens du LATMOS, c'est-à-dire du laboratoire de Paris pour l'instrument SAM. Eux aussi, ils vous suivent, ils suivent ces émissions. Tout le monde est vraiment content. Donc merci, c'est un effort collectif franco-américain et à l'intérieur de la France, les laboratoires, les universités, le CNES, la Cité. Grand merci. À très bientôt. À très bientôt, Sylvestre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De l'eau n'a pas coulé sur Mars, mais Mars a fait un tour de soleil, un tour du soleil, un an martien, et le bilan... Il faut que je redise merci encore. Non, c'est bon. Non, le bilan. D'abord, c'était un moment extraordinaire. J'ai cité Black Eyed Peas parce que je suis pas sûr, mais pour moi, il y avait Aldrin qui était là, qui nous a félicité. Ça vaut un chanteur. Et puis ensuite, le président Obama qui a pris le temps de nous appeler, d'ailleurs depuis son avion, pour nous féliciter. Les scientifiques, tout le monde. Voilà, c'était. Il y a des petits moments comme ça qu'on apprécie, et celui-là c'en est un. Alors maintenant, effectivement, tout ça, pourquoi ? Et pour quelle science? Et je vais me lancer, peut-être dans une petite explication scientifique, un bilan des résultats. Les résultats sont très nombreux. On vient de se passer le cap des 100 papiers, pour ceux qui comprennent ça, des 100 papiers publiés dans des revues à comité de lecture. Donc c'est des revues solides. Il y en a beaucoup d'entre eux qui sont dans Science. Donc on produit de la science. C'est pour ça, je vous rappelle, qu'on a été financé pour produire de la science de la connaissance. Sur les 100, d'ailleurs, il y en a plus de 25 qui viennent de l'instrument Chemcam. C'est celui qui, pour l'instant, produit le plus. C'est aussi celui qui est le plus utilisé. Et donc, c'est important. Alors, il y a plein de thématiques scientifiques. Là, je crois que j'en ai choisi 3 ou 4, parce que je ne peux pas toutes les faire. Et je vais commencer par l'atmosphère, parce que quand vous posez, évidemment, c'est un peu la première question. C'est un peu comme quand vous vous levez le matin, quel temps fait-il ? Voilà, et quel temps aujourd'hui? On a un instrument qu'ont développé nos collègues espagnols, qui ont été invités sur cette mission, et qui, dès qu'on se pose, voient qu'il fait moins 80, moins 90 la nuit. Ça étonne personne, c'était nos calculs. D'ailleurs, il fait 0 degré le jour, et ça, c'est étonnant. On n'avait pas anticipé qu'il fasse si chaud. Voilà, on s'était un peu... Il y a un dérèglement climatique aussi? Non, c'est pas un dérèglement, c'est que dans le cratère, il y a un vent qui descend de la montagne, qui s'appelle un vent katabatique, qui a tendance à nous réchauffer.
Mais alors, on va continuer évidemment pendant toute cette année à mesurer la météo, mais 90 degrés, imaginez, hein, c'est énorme comme amplitude entre le jour et la nuit, et je pense que c'est ça qui tuera un jour le rover, peut-être notre instrument, c'est-à-dire cette fatigue thermique. Voilà. Des cycles. Des cycles, et puis d'ailleurs, la pression bouge entre le jour et la nuit, c'est énorme, hein, c'est comme si vous montiez au Mont Blanc tous les jours en variation de pression, et cette variation de pression fait rentrer de la poussière, de l'air dans l'instrument. Et tous les jours, on a de l'air qui rentre et qui sort de l'instrument, du rover. On a mis des filtres aussi bien qu'on pouvait, mais ça entraîne de la poussière, et c'est de ça qu'on mourra un jour, ça c'est sûr. Et cette occasion de parler de l'atmosphère, c'est pour moi déjà celle d'introduire un des instruments dont à contribution majeure française et technique, c'est l'instrument SAM, qui est piloté par un groupe de personnes, Paul Maffei qui est au Goddard Space Flight Center, Chris Webster qui est au JPL, et Michel Cabane qui est ici au premier rang, qui est au LATMOS, et qui ont ensemble conçu ce qui est probablement l'instrument le plus compliqué jamais fait pour l'exploration spatiale, et qui va de pair avec le plus performant, et c'est ce qu'on appelle une usine à gaz, au propre comme au figuré, des dizaines de pompes, des fluides qui poussent les gaz, des fours, on n'analyse que des gaz, alors on chauffe la matière, on en fait une atmosphère finalement qu'on va analyser, différents détecteurs laser accordables, spectro de masse, et puis ici les fameuses colonnes de chromato qui ont été développées autour de Michel Cabane dans les laboratoires parisiens avec le CNES, les universités encore et le CNRS, et c'est important parce qu'il fait des très belles découvertes, c'est l'instrument clairement le plus performant. Ceci dit, quand on a commencé à l'utiliser, on lui a demandé la chose la plus facile qui soit pour lui, c'était d'absorber un peu d'atmosphère et nous dire de quoi il fait l'atmosphère. Moi, ça c'est pas compliqué, et bien première mesure, première surprise, c'est bien du CO2 qui domine l'atmosphère, on s'y attendait, mais ensuite vient l'argon. Grosse surprise, on s'attendait à voir de l'azote, mais c'est d'abord l'argon. De l'azote, un peu d'oxygène, alors ce qui va permettre des oxydations, un peu de CO, une atmosphère assez typique, c'est pas une grande révélation. La grande révélation sera celle qui viendra après, c'est une mesure extraordinairement fine d'isotopes. Et là, on prend l'argon. Alors, des argons, il y en a plusieurs, hein, selon le nombre de neutrons qu'on va pouvoir leur mettre. Et puis, on fait un rapport entre l'argon 36 et l'argon 38. Et on connaissait très bien les valeurs du Soleil, on connaît bien la valeur de Jupiter, la valeur de la Terre. Alors après, on a d'autres valeurs. Mais surtout, la valeur qui sort par SAM, et c'est en 2013, elle nous dit, eh bien, écoutez, non, le rapport n'est pas du tout le même. Le rapport n'est pas le même, on a perdu des argons 36. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que c'est la première mesure quasi quantitative de ce qu'on appelle l'échappement atmosphérique. Cette mesure vous prouve que l'atmosphère, cette fameuse atmosphère de 3 à 5 bars de CO2 dont on parlait au début, eh bien, elle avait deux choix, ou elle précipitait dans le sol, ou elle s'évapore. Eh bien, avec ce modèle, on a l'air de dire qu'une grande partie s'est évaporée. Et ça, c'est un résultat très très important et qui va ouvrir une nouvelle fenêtre, une nouvelle fenêtre sur l'échappement atmosphérique, et ça me permet de vous parler d'une autre mission. Alors évidemment, on le voyait venir, hein, cet échappement atmosphérique, on sentait qu'il allait arriver, et donc on avait préparé une mission qu'on a lancée au mois de novembre l'année dernière, et je compte sur la Cité pour faire vivre l'arrivée. C'est le 22 septembre de cette année, on ne sait pas à quelle heure. Ça dépendra de l'heure. Ouais, il faut qu'on se cale un peu sur l'heure. Mais elle arrive, elle s'appelle Maven. Et ici, à Toulouse, encore une fois, à l'IRAP, on a construit un des instruments. C'est Christian Mazel qui s'en occupe, il est dans cette salle. Et puis, il sait que l'instrument marche. Il m'a dit, tout va bien, on approche de Mars. Et donc, en septembre, cette sonde va rentrer dans l'atmosphère, sortir, une orbite très elliptique pour étudier l'échappement atmosphérique d'aujourd'hui, essayer de remonter à ce qu'a pu être dans le passé l'échappement pour comprendre comment on a perdu l'atmosphère. Donc une mission, un succès en entraîne un autre, c'est un peu ainsi qu'on fonctionne. On a aussi évidemment parlé méthane, c'était une des mesures qu'on s'était engagé à faire. On avait des soupçons de méthane. Une mission avait dit, j'ai peut-être du méthane à la surface, même c'était sur Mars Express, hein, c'était l'instrument PFS, même des mesures au sol. Alors ça nous embêtait en quelque sorte parce que sachez que le méthane, en particulier sur Terre, c'est un produit à 95% de biogénique, de la fermentation par exemple. Et puis 5%, un processus de lessivage de péridotite par de l'eau chaude.
Il faudrait un point chaud, et ça fait longtemps qu'on fait voler des thermomètres en quelque sorte autour de Mars, il n'y a pas de point chaud. S'il y avait un endroit à 10 degrés de plus que les autres, on l'aurait vu. Donc on s'est dit, s'il y a du méthane, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des bactéries qui produisent? On a toujours avec Mars cette question des canaux, puis ensuite des nouvelles qui nous disent, allez, est-ce que... Alors on va dans un sens, on va dans un autre. Est-ce que la vie quelque part? Voilà, et nous au sol, ce qu'on dit, c'est qu'il y a moins de... Alors on n'a qu'une limite supérieure, moins de 2,7 ppbv, des parts par billion. Si jamais il y a 1 milliard de molécules, on peut vous dire qu'il y en a moins de 2,7 qui sont du méthane, c'est-à-dire pour nous, il n'y en a pas. Donc est-ce que ça veut dire qui a raison? Est-ce que c'est nous au sol? Est-ce que c'est les orbiteurs? Bon, vu le signal des orbiteurs, on met quand même pas mal de doutes sur ce qu'ils ont vu. Et puis, voilà, Mars, c'est Mars. On aurait préféré voir l'inverse, on aurait préféré voir une explosion de méthane. On se serait dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant qui s'y passe. Voilà pour un premier chapitre, et il y en a plein d'autres de résultats sur l'atmosphère. Chapitre O. On a là, dans ce que tu as dit, une précision quand même vraiment extraordinaire avec un nouvel engin de ce type. C'est la première fois qu'on a des instruments analytiques avec une telle performance. C'est un géologue de terrain. Et d'ailleurs, dans l'American Geophysical Society, qui est une société américaine, geological, de géologie, Curiosity a été nommé le premier membre de cette société non humain. Ça veut tout dire. Voilà, c'est le premier géologue non humain et on peut en être... voilà, il a une performance qui est absolument incroyable. Deuxième chapitre, forcément, c'est les traces d'eau. Voici cette trace d'eau extraordinaire. Donc, on a vu que c'était connecté à une atmosphère du passé, beaucoup plus dense, grand effet de serre. Traces d'eau d'aujourd'hui, on s'est posé la question, est-ce qu'on allait voir des traces d'eau? Alors, souvent, la presse nous dit, vous avez découvert de l'eau sur Mars. Ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. Donc, non, on n'a pas découvert de l'eau sur Mars. On a confirmé ce qu'on pensait. Le à peu près 27e, 30e, 40e jour, on croit ce qu'on a appelé des conglomérats. Des conglomérats, finalement, c'est quelque chose qui ressemble à des galets qui sont collés, cimentés les uns avec les autres, et puis des galets finalement qui ont roulé dans l'eau. Alors on fait nos petits modèles, des petits calculs, pendant ça va prendre quand même 6 mois, et on en déduit que là où on est, eh bien de l'eau a un jour coulé, de l'eau liquide, à peu près jusqu'au genou, à peu près, c'est un peu le calcul qu'on a fait, on a même calculé la vitesse, on est dans un torrent. Voilà, un torrent de montagne, et ça ne nous étonne pas. Ça, c'est quand même une nouvelle compréhensible, en tout cas aussi pour tout le monde. C'est facile à comprendre, mais on s'y attendait. Voici où on s'est posé. On s'est posé dans le cratère Gale, vous voyez l'ellipse qui est là. Là, c'était notre incertitude, c'est la précision avec laquelle on allait se poser. Alors, on n'est pas tombé complètement au centre, on est tombé à 2 km dans le grand axe et à 200 mètres dans l'autre. Je vous rappelle qu'on a fait 500 millions de kilomètres. Donc la précision n'est pas mauvaise quand même. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment ils font, puis ils ne nous le diront pas, ils ont bien raison, parce que là, il y a vraiment un savoir-faire extraordinaire. Donc on se pose pratiquement au centre. Et puis regardez, l'ellipse, elle avait été choisie en particulier parce qu'ici, il y a une ancienne rivière qu'on a nommée Pisvalis, qui a coulé et qui a charrié en particulier beaucoup de roches, ce qui fait qu'ici, on va retrouver un peu une grosse pagaille de roches qui viennent d'ici, mais qui ont été apportées par cette rivière. Donc c'est pas étonnant qu'on soit dans un endroit qui fut un jour mouillé. Voici pour les traces d'eau, c'est presque la façon la plus simple. Un autre résultat fondamental, c'est le volcanisme. Alors le volcanisme, c'est presque un truc de spécialiste. On le sait, les planètes sont faites de volcans. C'est ce qui va faire la surface d'une planète. C'est le cas sur Terre. C'est le cas extraordinaire sur Vénus. Un peu moins, alors moins sur la Lune. C'est plus compliqué le volcanisme lunaire. Eh bien, on a des volcans impressionnants sur Mars, on pensait les connaître et on fait des mesures avec cet instrument qui s'appelle ChemCam. Là, j'ouvre un nouveau chapitre qui a été conçu en partenariat entre Los Alamos et donc Toulouse, qui est voilà notre instrument chéri qui consiste en un laser. Voilà. Il se trouvait que au début des années 2000, d'ailleurs une compétence qu'on a toujours en France pour faire des lasers, vous savez qu'on est très fort en laser, on s'est dit si on en envoyait un sur Mars, ça n'avait jamais été fait. Et donc, on a développé ce laser avec les laboratoires, avec le CNES. Et voilà, quand il est prêt, on a pu répondre à un appel d'offres, on a pu être sélectionné. Et puis, un jour, ce laser vint à tirer sur Mars avec sa partie française qui est dans le tête du rover, sa partie américaine, qui est l'analyse de lumière qui est dans le corps du rover. Et bien voilà, cet instrument, à peu près 6 kilos pour la France, presque 7. Ici 3 kilos pour les Américains, une fibre optique entre les deux. Un instrument assez complexe, de l'optomécanique, de l'électronique, voilà, c'est ça, tous les métiers qu'on est venu chercher dans nos laboratoires, et qui un jour, le 13e jour de la mission, fait ses premiers tirs. Premier tir, on prend une roche, là on ne va pas dans la finesse, on tire au milieu de la roche, 50 tirs, et voilà le spectre qui arrive, le premier spectre martien de la chimie
de Mars, la première fois qu'on active un laser, et on découvre tout de suite du fer, du magnésium, du silicium, de l'aluminium, tous ces éléments, du sodium qui font les planètes. On appelle ça des majeurs, même des éléments qu'on dira comme des éléments traces, comme du lithium, ou bien même de l'hydrogène. Tout de suite, première découverte, premier tir, l'hydrogène est dans la poussière. Alors on a plein de résultats sur les sols, sur les poussières, et voilà une première découverte. Alors ce laser, il fonctionne une première fois, et on continue à l'activer tous les jours. Je crois qu'on est à 150 000. 150 000 et quelques. On a passé les 150 000 il y a 2 jours. Ça fait l'instrument effectivement le plus utilisé. Donc on 150 000 en une année martienne. On continue à l'utiliser à peu près 200 à 300 tirs par jour. Et d'ailleurs, il va tirer sur une qui s'appelle Jack Mativich, une roche très compliquée. Et puis après, on retrouvera un peu ce type de roche. Et ici, on a avec nous Violaine Sauter, qui est celle qui a mis au muséum le doigt sur ce volcanisme un peu particulier, qui va se révéler avec une roche qui s'appelle Harrison, qu'on a vu un peu plus récent. Vous avez vu, c'est le 500e jour, où dedans, vous voyez des cristaux. Alors, spécialiste, on sera des cristaux spat. Donc un volcanisme qui n'est pas le volcanisme commun sur Terre, qui n'était pas celui qu'on attendait sur Mars, au moins à l'endroit de Gaël. C'est un volcanisme profond. Et là, c'est des images de ChemCam. Alors ces images, oui, des images. Oui, quand on a construit l'instrument, les gens m'ont dit, mais attends, vous tirez le laser, là, est-ce que vous saurez jamais où vous tirez? On a dit, bon, on va mettre une caméra. D'ailleurs, on n'avait pas de caméra à l'époque, et il se trouve qu'on venait de terminer Rosetta. Alors je suis allé voir les gens qui ont terminé Rosetta, Jean-Pierre Bubring, je dis, t'as pas des caméras en rab? Il m'a dit, si, j'en ai utilisé tellement sur Rosetta qu'on en avait un deuxième lot. Et donc on a pris la caméra de Rosetta et on l'a montée. Ce sont les spares de Rosetta. Alors vous savez que Rosetta arrive cette année, on va y vivre ici à la Cité, cette arrivée forcément. Il va actionner ces fameuses caméras. La même caméra qui est la caméra de rechange, elle est déjà en action sur Mars. C'est le lien entre nos deux missions. Et cette fois, quelle que soit l'heure. Quelle que soit l'heure, là cette fois-ci, je pense que Rosetta, vous y serez à toutes les heures, puis ça va durer en plus, ça va prendre du temps. Et ça permet de faire ce petit lien, et d'ailleurs, quand vous aurez le plaisir de visiter un jour, aujourd'hui, la Cité de l'Espace, vous verrez qu'à plus d'un titre, les missions de Curiosity et de Rosetta sont liées. Moi, je les lis avec une caméra, je les lis dans la notion de mission extrême. Extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante, et ça sera un lien qu'on va cultiver ici. Et effectivement, quand on fait ces spectres avec ChemCam de ces roches, eh bien, on voit bien que il y a quelque chose d'étrange, alors je ne rentre pas dans les détails, de richesse en silicium, aluminium, des éléments alcalins, alors qu'on s'attendait plutôt à des éléments ferreux. Voilà, c'est quelque chose d'un peu étonnant, un volcanisme bien particulier. C'est un résultat, je dirais, un peu plus technique que forcément le suivant, et c'est le dernier que je vais exposer aujourd'hui. C'était quand même sa mission principale, en tout cas celle que la NASA a communiquée, qu'on communiquait, c'est-à-dire c'est pas la recherche de la vie, c'est la recherche des conditions. Alors effectivement, le pitch de la mission, c'était l'habitabilité. Ceci dit, on est arrivé, on est tombé sur des roches volcaniques, on a fait de la science des rochiniers, et c'est parfait, c'est de la très très bonne science. Bon, il ne fallait pas qu'il y ait que ça non plus. Alors l'habitabilité, on va la travailler sur des terrains évidemment qui sont plus volcaniques, on rentre dans les terrains sédimentaires et on le voit d'abord. Celui-là s'appelle Scheller. On arrive alors qu'on roule sur Mars dans un terrain où on voit ce litage, c'est très fin, ces couches sédimentaires, où là vous vous dites, voilà, pour faire quelque chose, il faut soit j'ai de l'eau, soit j'ai du vent, en tout cas il faut une modification du terrain, et c'est ce qu'on va étudier sur Mars. Alors, et là, on n'a pas la possibilité, quand on voit ça, on se dit, si on était sur Terre, là on tape un peu et on voit des fossiles. Alors, oui, les fossiles, là, on n'a pas vu, toujours. Après, taper, nous, on a notre rover. On fait ce qu'on peut, et en fait, ce qu'on fait, on tape. Mais on tape avec notre laser. Et voilà ce qu'on a pu faire dans cette région, par exemple. C'était une très belle découverte, c'est qu'on envoie notre tir laser sur une roche. Et là, on voit, déjà, on fait une image, on voit une petite veine blanche. Et on dit, voilà, on va tirer ici, on va tirer à côté, jusqu'à croiser la veine. Et au moment où on passe sur la veine, explose le calcium, le soufre est très difficile à voir, on identifie très rapidement avec de l'hydrogène un sulfate de calcium. Alors ça ne vous intéresse pas forcément le sulfate de calcium, alors on ne sait pas bien s'il est hydraté, mais dans sa forme terrestre on appelle ça du gypse. Ouais, vous voyez ici des veines de gypse. Et alors ce qui est important, ce n'est pas le sulfate de calcium, moi, ça me passionne, mais ce qui est important c'est ce qu'il nous dit. Le sulfate du calcium nous dit qu'un jour, à cet endroit-là, a percolé de l'eau, et elle était probablement chaude.
pour former ce sulfate de calcium. Vous voyez, le sulfate de calcium, bon, c'est intéressant. Ce que ça nous dit, de l'eau chaude qui coulait un moment ici, ça c'est assez exceptionnel. Alors évidemment, on voit les choses arriver, hein. On s'approche d'une région qui s'appelle le site de Yellowknife. On a choisi un morceau de ce Yellowknife qui s'appelle John Klein, où on va poser le bras et on va faire quelque chose que personne n'a fait avant. On va forer le sol. Alors, forer, c'est très compliqué, il faut faire un trou, on ne l'a jamais fait, on ne sait pas ce qu'il y a sous la couche. Et donc, les astronautes l'avaient fait hein, sur la Lune, c'était bien difficile. Et voilà, nous, on a notre robot, et on lui dit, ben, tu fais un trou. Alors, on lance la foreuse, c'est à peu près 6 mois après le début de la mission. La foreuse, elle est là, d'ailleurs, c'est CamCam qui fait on photographie le forêt on va suivre la façon dont il se développe. Et puis, on fait un petit trou. Premier petit trou, tiens, chose étonnante, l'intérieur n'est pas rouge. Ouais, c'est un milieu réduit. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Rouge, c'est oxydé. Plutôt gris, c'est réduit. Et c'est important parce que si vous voulez préserver une chimie intéressante, il ne faut mieux pas l'oxyder. Donc, c'est déjà une preuve. Rien que la couleur nous donne des informations. Donc, et puis là, c'est un peu un maquillage, en fait, l'apparence de Mars. Mars, c'est une planète rouge, mais creusons et vous verrez qu'elle n'est pas rouge. Alors, on ne creuse pas très profond, malheureusement. Hein. On aimerait creuser à 2 mètres pour être sûr de sortir de la zone qui a été irradiée. Mais on fera ça un jour. C'est peut-être une autre mission. Là, on creuse. Alors, notre rover, on lui dit, tu creuses pendant 2 heures. Et là, il creuse. Au bout de 7 minutes, il est au fond. 7 minutes. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, on récolte l'analyse. On dit, mais pourquoi est-ce qu'il a creusé? Est-ce aussi meuble? Et voilà, là, on envoie chez nos collègues de SAM. On dit, vous faites-nous votre cuisine. Alors d'abord, on va faire Kemin. Kemin, c'est un laboratoire de minéralogie. Lui, Kemin, il fait la cuisine. Il compare par rapport à ce qu'il avait vu avant. On avait fait un petit test un peu plus tôt. Et il voit effectivement des argiles. Et il nous dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, ça fort facile. Pourquoi? Vous êtes dans de la boue. Dans de la boue séchée. Et là, on se dit tous, tiens, il a beau être performant, notre rover, on le sentait venir, mais voilà. Alors que si on avait eu un jour un astronaute, et j'en fais appel aux astronautes, qui soit là, et je pense qu'on prépare un astronaute sur Mars, j'ai aucun calendrier, mais un jour, il aurait été là avec son petit marteau, il aurait tapé, il dit, eh les gars, c'est pas de la roche votre truc là, ça c'est de la boue. Il aurait fait de la géo, le marteau, et ça marche très bien. Mais nous, on n'a pas notre petit marteau, donc on s'en est rendu compte. On a fait la cuisine. On a demandé évidemment à Sam de faire une super cuisine. Donc là, c'est Michel qui prend la main. Avec les colonnes de chromato, on fait chauffer tout ça. Bon, il nous dit, écoutez, j'ai pas une bonne nouvelle quand même. Dans la cuisine, il y a un truc qui s'appelle des perchlorates. Alors, perchlorate, c'est pas terrible, mais on n'y peut rien. C'est Mars. Pourquoi? C'est un oxydant extraordinaire. Donc il dit, mais à partir de maintenant, vous allez faire de la cuisine à l'eau oxygénée. C'est pas à l'eau douce, hein. C'est difficile parce que ça a tendance à casser les molécules et c'est un truc qu'on va trimballer avec nous. On n'a pas le choix. C'est comme ça. On va avoir énormément de mal à voir des grandes molécules. Est-ce qu'elles sont là? On ne sait pas encore bien. Mais en plus, si elles sont là, dans la cuisine, on a un peu tendance à chaque fois qu'on fait chauffer le truc à les détruire. Et d'ailleurs, on voit très bien les résultats. C'est compliqué, hein, c'est un instrument, je vous l'ai dit, qui est compliqué. Là, cet instrument, on fait cuire, on fait chauffer 250 degrés, 300, 500, 600. Et puis, selon les paliers, sort de l'eau, sort du dioxyde de carbone, de l'oxygène. Voilà, il sort tout ça. Alors, on comprend surtout qu'il y a des choses intéressantes. Et il y a des sulfures. C'est une forme à la fois réduite et oxydée, et qui va être d'ailleurs une source d'énergie. Alors, on étudie tout ça, tous les paramètres qu'on a, qui viennent de CamCam, qui viennent de SAM, qui viennent de Kemin, qui viennent des images, et on vous sort. Là, le résultat, je suis désolé, je l'ai pris en anglais, j'en ai plusieurs, mais voilà, tout ça, ça sort dans un magazine qui s'appelle Science, qui c'était cette année, c'était au mois... Alors, on a 2 versions, mais une version en septembre qui va sortir, et nous, d'ailleurs, à l'université, on va mettre des articles dans ce magazine, et la grande conclusion, c'est qu'un jour, dans le passé, Mars a été habitable. Voilà, on a répondu à la question qu'on se posait. Et c'est terminé la mission, on en parlera après. Déjà, habitable, on a dit qu'il y avait de l'eau liquide, on est dans le fond d'un lac, où il y a eu d'ailleurs il y a de l'argile, il y a des sulfates de calcium. En plus, l'eau, le pH avait l'air neutre. Vous voyez, on revient sur ce que disait Jean-Pierre Bibring au début. Ouais, le neutre, c'est tout au début, là, il y a où les argiles, c'est pas idiot. On n'a pas vu de sel. Voilà, on cherchait des sels de magnésium qu'on n'a pas vus. Bah, vous mettez de l'eau liquide avec un pH neutre et sans sel, bah, c'est de l'eau potable, à peu de choses près. C'est ce qu'on a dit. Voilà, on était dans un lac d'eau potable, ça commence à devenir intéressant. En plus, ça montre, alors il ne montre pas des super molécules, hein, puisque tout a un peu l'air tendance à être détruit, mais il voit du carbone, il voit du soufre, il voit de l'hydrogène, il voit que c'est un milieu réduit, pas oxydé, c'est une bonne chose. Il voit un peu de carbone, mais c'est léger, hein, on a toujours ce carbone de l'atmosphère qui... Mais ça suffit pour dire, tout ça ensemble, qu'il y a... difficile à dire, 3,5 milliards, alors vous allez voir qu'il faut qu'on continue la mission pour ça. Il y a eu à cet endroit-là un terrain
propice au développement de la vie. Mars est habitable. Donc par rapport au 6 août où on commençait la mission, au bout de 2 ans, une année martienne, on a quand même des résultats extraordinaires qui ont permis d'arriver pratiquement à dire la mission n'est pas... Maintenant, elle est gagnée la mission, la suite, ça va être du bonus forcément. Alors on a coché des cases et la case démontrer l'habitabilité, c'est la première, elle est cochée. Donc c'est un succès. Sauf que là, quand on suit un petit peu, les mesures, il n'y en a pas tant que ça, etc. Est-ce qu'on est à peu près certain, même pour une seule mesure de SAM, que c'est la bonne mesure? Non, il faut qu'on continue. On a fait une bonne mesure, une excellente mesure, mais il va falloir en faire d'autres, et c'est pour ça, vous allez voir qu'on va vers de nouveaux terrains. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2 ans, en un an martien, non seulement on dit que c'est habitable, mais la portée, et alors je voudrais que tout le monde comprenne la portée de cette habitabilité. Il y a 1 an, moi je faisais des cours, je faisais des conférences, qu'est-ce que je disais? Je disais, écoutez, dans le système solaire, j'ai 8 planètes, j'en ai qu'une seule d'habitable, c'est la Terre. Et en plus, elle est habitée. Bon, ça va encore, c'est l'étape plus loin. Et Mars. Et bien maintenant, j'en ai 2. Alors, évidemment, cette habitabilité, elle est perdue. Et bien 2 pour un physicien comme moi, ça fait une statistique. 2 sur 8, je fais une droite, ça suffit. Et pourquoi je dis ça? Parce que pensez qu'on a découvert depuis les années 1990, on a découvert des premières planètes autour d'autres étoiles que notre Soleil. On les appelle les exoplanètes. Et ces fameuses exoplanètes, on en a découvert 1, 2, 3, et cette année, on vient de passer les 1000. Donc je connais plus de 1000 planètes autour d'autres étoiles que notre système solaire, que notre Soleil. C'est plus 8, c'est 1000. Et ces planètes, j'en connais des grosses, des petites, des loin, mais j'en connais tellement que je peux faire une statistique. Et ma statistique maintenant avec ces 1000 me dit que j'ai dans l'univers, dans la galaxie d'abord, des milliards de planètes, parce que vous savez qu'il y a déjà 200 milliards d'étoiles comme notre Soleil dans la galaxie, donc ça fait des milliards de planètes. Et puis comme il y a à peu près plus de 100 milliards de galaxies, ça fait beaucoup, des machins. Prenez un désert, il y a plus d'étoiles que de grains de sable. Eh bien, ça veut dire que j'ai des milliards. Et donc, mes 2 petits points, Mars et la Terre, me disent, je suis désolé, mais je crois devoir vous annoncer qu'il y a dans l'univers, statistiquement maintenant, des milliards de planètes habitables. Alors on va voir quelle est la suite de la mission après. On pourrait peut-être parler un petit peu des opérations. C'est-à-dire que actuellement, tous les jours, on travaille pour opérer le rover. On pourrait faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment pour commander le rover. Exactement. Alors voilà pour les résultats scientifiques. Maintenant, c'est vrai qu'il faut regarder quel est le prix de ces découvertes scientifiques. C'est un prix assez exorbitant, enfin pas financier, mais vous allez voir, c'est un prix surtout humain. Et c'est là où l'aventure qui était technologique, celle du rover, qui était scientifique, celle des résultats, se double, se triple d'une aventure humaine, celle des opérateurs qui vont faire chaque jour opérer ce rover. Et chaque jour, c'est construire un plan de vol. C'est en régie, on peut mettre, Merci. Voilà. Et alors, ce plan de vol, on le fait, on le vit tous les jours. Imaginez, c'est souvent ce qu'on fait sur un satellite 1 fois par mois, 1 fois tous les 6 mois. Par exemple, tu parlais de 1997, je rappelle que c'était le décollage de Cassini. On était ensemble à plusieurs ici. Et Cassini, quand il fait son plan de vol, il fait 6 mois d'un coup. On s'arrête, on dit allez, on fait 6 mois, etc. Nous, tous les jours, on est obligé de faire un plan de vol. Pourquoi? Parce qu'il faut être réactif. Ça dépend évidemment de ce qu'on voit. Alors, ce plan de vol, voilà ma fameuse horloge martienne. Alors là, j'ai pas mis la version, je pourrais la mettre, qui fonctionne. Là, j'ai figé ça ce matin quand je me suis levé. Donc, il était 6h35 d'ailleurs. Et en temps à Toulouse, c'est-à-dire que sur Mars, il était à peu près 3h17. On a un petit retard en ce moment. Mars, en ce moment, est à peu près à 0,96 UA, ça veut dire 0,96 fois 150 millions de kilomètres. Ça fait à peu près 8 minutes lumière. Vous voyez qu'on a 8 minutes en ce moment lumière. Et donc, on vit ce décalage Mars. Alors, ça va être très compliqué pour opérer. Mars, vous voyez, là, il était donc, je reviens, il était 3h du matin ici. Et donc, il était dans le noir, ça ne s'était pas encore levé. Et puis, on attaquait nos opérations. Ces opérations, c'est à peu près 100 à 135 personnes tous les jours. Le minimum, c'est 102. On ne peut pas faire moins de 102. Voilà, ça c'est obligatoire. Alors, il y a des gens qui sont ici, alors ce qu'on appelle le centre de l'univers, tout simplement parce qu'ici c'est l'endroit où il y a un siège d'ailleurs qui s'appelle le centre de l'univers, où on communique avec toutes les sondes qui sont dans le système solaire. C'est le centre de la NASA qui s'appelle le DSN, Deep Space Network. Quand on dit 102 postes ou 102 personnes, parce que je suppose qu'ils s'arrêtent. Non, chacun a une fonction. Là, c'est 102 personnes, 102 postes, c'est le minimum. Mais avec, il y a des choses en plus. Ça fait beaucoup plus. Oui, ça fait beaucoup plus. Alors, en général, on est 135.
5, tous les jours. Alors, évidemment, on va être à Toulouse. À Toulouse, nous, on va commander Chemcam. D'ailleurs, on va commander une fois en direct, puis une autre fois, c'est Los Alamos. Nos collègues de Los Alamos qui prennent la main une semaine sur 2. Nos amis de chez SAM, eux, c'est plutôt une semaine sur 4 qui vont piloter leur instrument SAM. Voilà, on fait nos opérations. On a une timeline d'à peu près 20 réunions. Voilà, on se tape 20 réunions tous les soirs. Généralement, on commence à 5 heures du soir. Aujourd'hui, on devait le faire et comme il y avait cette réunion ce soir, on a demandé à nos amis américains de prendre la main et donc ils le font. C'est eux qui vont faire les 20 réunions. Les 20 réunions sont d'abord des réunions de je fais une analyse de l'état de l'instrument. Voilà, les données arrivent, hop, comment fonctionne l'instrument, il va bien, il y a des alarmes, qu'est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché. Je fais une analyse de la science. Ici, c'est ce que j'ai pris récemment, c'était il y a une semaine à peu près, non, un peu plus, 2 semaines. Ici, j'ai tiré, j'ai vu apparaître du silicium, de l'aluminium. Ici, j'ai tiré, j'ai vu de l'hydrogène, oui, c'est un sol. Parce qu'on a vu qu'on pouvait même tirer dans le forage. Ah bon, on tire partout. C'est extrêmement précis. On est devenus des champions. On tire quand on fait un trou, on tire dans le trou. Voilà, là vous voyez, là on voit très bien là les différents types de sols qu'on peut faire. Donc on fait de l'analyse très rapide. On est obligé d'être très réactif pour dire ça vaut le coup de continuer, ça vaut le coup d'avancer. Et donc on choisit. Voici un paysage qui arrivait il n'y a pas très longtemps. Et puis non, celui-là est un peu plus vieux, mais on choisit. Voilà, on est les scientifiques. On choisit. Je dis je veux tirer ici, je veux tirer ici, je veux déplacer la main, je veux faire ça. Bon, voilà, on en discute entre nous. Et tout ça est conjugué avec ceux qui utilisent le bras. Les autres voilà, et alors on en discute, on négocie, on dit est-ce qu'il y a assez d'énergie pour le faire aujourd'hui, il faut plus d'énergie, est-ce qu'il y a assez de télémétrie pour amener les données. En ce moment on a un problème de télémétrie, on envoie notre séquence au rover. Voici comment on communique avec lui, typiquement vers 10h du matin, vous voyez ici, on lui dit réveille-toi. Alors après, pendant 2 heures, il va nous faire un biplan en direct hours, on lui parle directement. Et puis là, c'est des heures martiennes, entre 10h et 16h, 17h, il travaille. Il va envoyer ses données soit à MRO, soit Odyssée, puis après il va s'endormir de temps en temps, on le réveille la nuit, il envoie encore à MRO, Odyssée, bon voilà, c'est nos opérations. On lisait dans le Washington Post que près de 400 drones avaient eu un accident en mission. Alors c'est une téléopération en quelque sorte, ouais. Et on voit que les drones qu'on pense être très évolués tombent très régulièrement. Donc là, commander à distance un rover de ce type qui et avec une distance considérable de liaison avec des satellites, etc., c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors c'est incroyable, c'est un vrai savoir-faire. Ce qui est étonnant, c'est la technique est importante, mais le savoir-faire de la NASA, cette gestion de grands projets, de grandes équipes, est absolument étonnante et on le vit tous les jours. Alors évidemment, ça a une limite, et la limite, désolé. Effectivement, la question, c'est que ça nous épuise. On vit ça tous les soirs, ça épuise nos familles. Voilà. Combien de temps est-ce qu'on va tenir ? C'est de la grande question, c'est qu'on pense un peu que le rover tiendra peut-être plus longtemps. Alors, pour vous montrer qu'on a un peu d'actualité, hier, voilà, par exemple, c'était la salle de commande où on avait plusieurs personnes en salle Chemcam. C'est une femme qui est... ce sont des femmes. Oui, ce sont des femmes. Des femmes. Mais hier, c'était notre journée femmes. Désolé, c'était la journée. D'accord. On ne peut pas faire les opérations de Curiosity sans les femmes. Voilà, il y en a, elles sont partout dans l'équipe, mais on peut même faire plus fort que ça, si on peut faire les opérations de Curiosity qu'avec des femmes. Et donc hier, on avait déclaré que c'était notre journée 100% femmes. Alors on n'a pas fait complètement... Alors les Français disent, ouais, la journée de la femme, c'est pas terrible, etc. On n'a pas besoin de ça pour montrer qu'on est brillant. Et j'en suis convaincu. En même temps, je pense très clairement que quand on peut le faire, quand il y a un truc qui marche bien, vous savez, on a du mal à motiver les gens pour venir faire de la science. Vous êtes là, donc vous êtes motivés, mais on a du mal à attirer à l'université ou dans les écoles des gens pour faire de la science. Et alors des filles, on a encore plus de mal. Et pourtant, je veux leur montrer ici, la NASA dit, mais attendez, nous ça marche, on va vous montrer que la voiture la plus compliquée au monde, c'est une Formule 1, D'ailleurs, on faudrait bien demander à une écurie de Formule 1 s'ils peuvent piloter leur truc avec des femmes. On verra bien. Mais nous, on peut le faire. Et voilà, on l'a fait la nuit dernière. Voilà, on l'a fait à Toulouse. D'ailleurs, c'était une équipe qu'on avait choisie mixte, franco-américaine, et il n'y avait que des femmes. Et ici, vous voyez Laetitia, vous voyez Valérie, etc. Violaine, Muriel, il y avait Cindy qui était de l'autre côté, il y avait Diana. Et puis voilà, c'était une belle équipe. Voilà, c'est un petit jeu, et ça montre qu'on peut le faire. C'est ça nos opérations sur Mars. Alors maintenant, il faudrait savoir, est-ce qu'on continue et comment va le rover et combien de temps il va durer et pour quelle mission? Et évidemment, c'est je dirais c'est l'ultime question, c'est est-ce qu'on s'arrête? Finalement, on a rempli notre mission. On a envie de dire, voilà, on fêtait 1 an. D'ailleurs, on avait signé pour 1 an.
Un an, c'est la garantie. Hein. On avait dit, si vous faites moins d'1 an, vous êtes mauvais. Alors pour être sûr qu'on ferait au moins 1 an, on a qualifié tous nos systèmes à 3 ans. Voilà, tous les systèmes, on les a fait à 3 ans. Et donc voilà... 3 ans martiens ou 3 ans martiens. Donc on a qualifié pour 3 ans martiens. Donc 6 ans. Ouais, on pourrait revenir. D'accord ? Tu peux me... et donc, faisons un point. Où en est le rover, où en sont les instruments, et puis est-ce qu'il y a un intérêt maintenant, évidemment, à continuer ? Alors le rover, il va bien. Voici les 2 fameux selfies qui ont été faits à 1 an et 1 an et demi de différence. Bon, vous voyez, il a pris la poussière. Bon, mais c'est pas choquant. Tous les systèmes vont bien. On a eu des petites pannes, on ne l'a pas caché, une panne d'ordinateur, on a réparé. Voilà, réparer à distance, c'est jamais très simple. Petite panne de com de temps en temps. Tout ça, c'est réparé. Le système va extraordinairement bien. La puissance électrique, elle va pas mal. Alors, heureusement, vu les panneaux solaires, vu la poussière, on n'a pas de panneaux solaires, c'est une bonne chose. On s'est muni, c'est la première voiture au monde qui a ici un réacteur à base de plutonium. Le plutonium fournit la chaleur, qui est transformée en électricité et qui nous fournit, à peu près à l'atterrissage, ça fournit 1800 watts. Ça c'est de l'énergie disponible pour la science, sachant qu'on en utilise 1200, hein, c'est là-bas sur un an. Bah voilà, on est bon, on a assez d'énergie, et même on peut projeter, parce qu'on sait la dégradation de ces thermocouples qui transforment l'énergie la chaleur en électricité. À la fin d'1 an martien, on est à 1500, donc c'est bon. À la fin de 2 ans martiens, on sera à 1300, donc on va passer sans problème. C'est au bout de 3 ans martiens qu'on commencera à voir attaquer, il va falloir faire des petits choix. Donc on a de la marge côté énergie. Là où peut-être on a un problème, on ne l'a pas caché, c'est du côté de la mobilité. Effectivement, on a crevé. Ben voilà, ça arrive. Alors, ce ne sont pas des roues qui sont en plastique, en tout ce que, ou bien même je sais pas, des pneus. C'est de l'aluminium. Ouais, c'est de l'alu, c'est de la boîte de conserve, c'est de l'alu très fin. On avait prévu de crever, mais on n'avait pas prévu de crever autant. Regardez ici, on a fait un gros trou. Ici, on a fait carrément un trou qui a ouvert un trou en boîte de sardines, en quelque sorte. Et ben voilà, c'est pas choquant qu'on ait crevé, on l'a un peu mal pris parce qu'on s'est pas rendu compte, on était sur un terrain un peu vicieux et on a un petit peu crevé, ben voilà, on vit avec, alors on regarde nos roues tout le temps. Donc finalement, qu'est-ce que je dirais ? Ben, le rover, il va bien, voilà, mais il faut surveiller notre mobilité, donc on fait très attention. Ça, c'est le premier cas. Les instruments, ben, ça va aller très vite, on fait le point de ceux qui ont des consommables, par exemple nos amis Sam. Ben, ils ont des petits, ce qu'on appelle des cups, des petits fours qui sont utilisables une fois, évidemment, pour pas qu'il y ait de contamination d'un échantillon sur l'autre, mais ils peuvent en réutiliser d'autres. Ils ont des fluides, de l'hélium pour pousser les gaz. Les gens de Chemin, ils ont aussi des cellules. Chemcam, bon, on pense que notre laser est fait pour faire 1 million de tirs, on en a déjà fait 150 000, on a déjà fait 15% de sa vie. Un autre a une source, petite source radioactive qui fait 10%. Voilà, nos consommables, on dit, on est tous OK pour continuer. Alors je vous remontre quand même les tirs Chemcam, hein, ça c'est en fonction des jours. Vous voyez, c'est presque une droite, donc on va pouvoir prédire qu'on devrait être, si tout va bien, on sera 300 000 tirs dans 1 an martien. Encore un. Il y a un instrument qui est un petit peu faible parce que lui, il a un canon à neutrons qui commence à faiblir assez violemment, mais on est tous OK. Les 17 caméras vont bien. Moi, je vous dis que les instruments sont tous fonctionnels et opérationnels. Il ne manque plus que de trouver un cas scientifique. Et là, vous connaissez les scientifiques. C'est pas très compliqué pour nous de trouver une bonne raison d'aller sur Mars. C'est le Mont Sharp. Alors là, on peut peut-être commenter justement un film, un tout petit film d'1 minute que tu vas commenter en fait pour essayer d'expliquer un petit peu ce Mont Sharp, c'est notre objectif. Alors pourquoi ? On va appeler ça un MIAM, Mars in a Minute. Alors, notre nouvelle mission, ça va être de trouver les organiques. Alors, ça va très vite. Les organiques, c'est pas impossible que ce soit développé sur Mars, plus ou moins élaboré. Ce qui nous intéresse, donc la chimie organique, c'est clair que si elle est près de la surface, elle va être détruite par les UV du soleil, par les radiations. Le meilleur endroit où on pourrait retrouver cette chimie organique, c'est si elle s'est développée par chance dans un milieu aqueux. Pourquoi ? Parce que les milieux aqueux, lorsque on précipite des sédiments, ils vont piéger. Et vous voyez, là, vous êtes à l'abri des rayons cosmiques dans l'eau. Et puis après, enterré dans ces sédiments, l'eau disparaît. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher des terrains sédimentaires à la surface de Mars. Eh bien, ces terrains sédimentaires, on sait où ils sont. Ils sont sur ce Mont Sharp. Alors ça va aller très vite, vous allez voir. C'est pour ça qu'on s'était posé là. On s'était posé à cause de cette petite rivière que vous voyez, mais aussi parce que ici, alors à l'extérieur de l'ellipse d'atterrissage, et d'ailleurs vous savez que c'est aujourd'hui, on attend les données d'une minute à l'autre, c'est aujourd'hui qu'on sort de l'ellipse d'atterrissage. C'est presque un hasard. Eh bien, on avait vu depuis l'orbite
des terrains sédimentaires, eh bien, on va y aller. Alors, voici cette nouvelle mission. On lance une nouvelle mission. C'est continuer la traverse. On a fait 8 km depuis Bradbury, Yellowknife. Là, on avait vu l'habitabilité. Et là, on a roulé comme des fous. Peut-être un peu trop vite. Et c'est pour ça qu'on a abîmé nos roues. Alors, on a changé un peu. Maintenant, on fait plus de détours. On passe aujourd'hui l'ellipse d'atterrissage. Donc, on a fait 8 km. Il nous en reste 4 pour arriver au pied de ces zones qu'on appelle murs et buttes. Et au pied de ces zones, eh bien, on va être obligé malheureusement de passer là sur du sable. Alors avant on disait non, on passera pas sur du sable, c'est trop difficile. Maintenant on a dit non, vu les cailloux qui sont tout pointus, qui abîment les roues, on va passer sur du sable. Donc la semaine dernière, ça c'est une photo qui est prise dans le désert californien avec la réplique du rover où ils ont sorti leur pelle et ils s'entraînent à passer des dunes. Quelle vitesse de roue sur chaque roue? Est-ce qu'il faut la même vitesse sur chaque roue? Est-ce qu'il faut mieux un petit peu déraper? Et évidemment, comme d'habitude, dès qu'on fait un truc sur Mars, on le répète avant sur Terre. Donc aller au pied du mont Sharp. Et puis bien sûr, grimper ce mont Sharp. Alors on va traverser, vous voyez ces dunes qui sont ici, et puis là attaquer tous ces sédiments alors qu'ils sont plus ou moins loin. On va rouler quelques kilomètres. C'est incroyable cette image où on voit tous ces sédiments. On les voit très bien, et n'oubliez pas, c'est pas le Grand Canyon, mais presque, c'est-à-dire ce sont des empilements, c'est une histoire. Là vous avez toute l'histoire de Mars qui va probablement nous permettre d'ancrer notre mission nouvelle, notre habitabilité dans une chronologie. Et là, vous avez une chronologie qu'il va falloir, un livre ouvert d'histoire qui est ce mont Sharp. Alors voilà, on a un cas scientifique, des instruments, un rover. On a demandé un peu d'argent à tout le monde. On a demandé, les Américains en ont demandé chez eux. Moi, je me suis retourné vers nos tutelles. J'ai dit, vous êtes prêts à financer des salaires, un peu d'argent, etc. Tout le monde semble avoir dit oui. On est très... vu les résultats, on va pas s'arrêter. Une nouvelle mission. La nouvelle mission va s'appeler Mission to Mount Sharp. C'est la mission vers le mont Sharp. Le but, c'est travailler l'habitabilité, travailler ce petit morceau qui nous manque de notre habitabilité, c'est de la chimie organique. On va pas dire qu'on l'a vu, on a vu du carbone, on a vu de l'azote, de l'oxygène, du phosphore, du soufre, mais on n'a pas vu véritablement de chimie organique. On va voir au mont Sharp si elle est là. On espère qu'il n'y aura pas trop de perchlorate dans le même temps pour qu'on puisse faire une analyse un peu propre. On va comprendre aussi, on espère, avec ces différentes couches, comment, eh bien évidemment, on est passé d'une eau plutôt pH neutre, avec une eau peut-être qui devient acide, avec la disparition d'eau. Et bien voici la nouvelle mission. On va passer à la conclusion parce que je crois qu'on a bien avancé. Simplement, je crois que, en fait, on a vu que, évidemment, tout le monde y croyait à la continuité. Bien sûr, on va arriver au bout de 4 km à une base qui donnera aussi certainement de très belles images, de très beaux moments, et j'espère de la très belle science. En tout cas, peut-être on peut passer à la conclusion, si tu veux bien. C'est-à-dire dire que, notamment, dans les missions qui vont arriver, il y a Maven, mais il y a concernant Mars aussi, une mission importante, je crois qu'on peut la citer, qui concerne la géologie de Mars. Effectivement, on a terminé. Voilà une dernière image, je pense qu'on peut vous montrer aujourd'hui. C'est maintenant, voilà, on vient de passer une dune, ça c'est quand on a changé de roue. Donc les paysages sont toujours extraordinaires. La mission Curiosity continue. En même temps, vous avez Maven qui arrive sur Mars au mois de septembre. Et puis on est en train de préparer, principalement en France, la nouvelle mission qui s'appelle InSight. C'est les missions d'exploration du sol. Et c'est la première fois qu'on va explorer l'intérieur de Mars. On va poser un sismomètre et les Américains ont choisi ce qu'il y avait de mieux au monde, et il se trouve que le sismomètre est français, il est fait par l'IPGP et Philippe Lognonnet, et donc on travaille dessus. Et puis ensuite viendra ExoMars, pardon. Ça sera la mission enfin européenne. Des morceaux en 2016, des morceaux en 2018. Un rover en 2018, lui qui va forer à 2 mètres sous la couche oxydée, sous la couche irradiée. Donc ça va être génial. C'est un peu compliqué à monter, à faire le montage, mais bon, on le sent, ça vient. Il s'appelle ExoMars. Donc, et peut-être Mars 2020 dans l'horizon suivant. Et donc voilà, la dynamique, succès, entraînant nouvelle mission, eh bien, on continue. Mais ça veut dire qu'on aura un autre rover de ce type prévu? Bon, déjà avant, on va avoir ExoMars. Oui. ExoMars, ça va être le rover européen, fabuleux avec son drill. Plutôt du type Opportunity Spirit. Alors, il est plus petit, simplement la charge utile est ultra performante et probablement vaut celle d'MSL. D'accord. Et puis après, peut-être un MSL bis en 2020 qui serait le précurseur d'un autre programme encore plus ambitieux, c'est le retour d'échantillons. C'est être capable un jour non seulement de choisir, d'analyser sur place des roches, mais même de les ramener. Et ça suppose de redécoller de Mars, évidemment. C'est une chose qu'on n'a jamais faite. Bravo, et je pense qu'on peut remercier Sylvestre d'avoir fait vivre ces 2 ans de mission.
Merci infiniment. Puis au travers de lui, bien sûr, de remercier tous ceux qui, à Toulouse et dans le monde, ont fait des choses aussi fantastiques. Je l'ai dit au moment d'atterrissage, je le dis encore, merci à tout le monde. Je ne vais pas citer toutes nos tutelles, tous les partenaires. Je pense que tu pourras le faire. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une belle aventure humaine. Alors, je peux prendre encore un transparent, tu m'en donnes un ? 1 minute. 1 minute. Allez, celui-là, je ne le mets pas. Ça, c'était la semaine dernière. On a trouvé, tu sais ce que c'est, ça ? Elle est belle. Ça ressemble à une météorite. Et voilà, on a trouvé une météorite sur Mars. Et regardez d'ailleurs, c'est les images que vous voyez encadrées au centre, c'est pris par CamCam. On a une super résolution. On a été piqué la couleur à une autre caméra parce qu'on n'est pas en couleur. Mais on a la plus haute résolution. Voilà, une météorite, elle fait 2 mètres. Une belle météorite de fer à la surface de Mars. Ça, c'est très sympa. Ça, c'est un paysage comme on en voit tous les jours. Et puis, mon dernier transparent, c'est pour vous dire que c'est quand même un moment exceptionnel et qu'on vit avec plaisir, qui n'est pas facile à vivre. Surtout, quand il y a des événements un peu compliqués. C'est ce qui se passe en ce moment. Non, on avait choisi le 2e anniversaire dans une pause. Oui, on a compris. C'était hier les matchs, c'est demain. Là, on avait pris une pause. Dans une pause. Voilà, merci beaucoup et merci beaucoup au CNES, au CNRS, à l'université qui est à nos côtés, aux côtés de tout le monde. Je vous signale... Merci infiniment. Bonsoir à Jean-Jacques Favier qui a été cité, qui était l'astronaute, qui est aussi un astronaute scientifique, et à tous ceux qui sont venus ici et qui nous soutiennent. Je vais simplement dire un petit mot. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît, par le haut de la salle plutôt. Et puis pour ceux qui sont là, il y a une famille CamCam, des gens qui ce soir se retrouvent pour l'anniversaire, et puis d'autres aussi se retrouvent pour l'inauguration d'Exploration Extrême, qui est une exposition temporaire qui a déjà ouvert, mais dont l'inauguration officielle a lieu maintenant. Une inauguration qui tourne autour de Mars, mais aussi des comètes, avec Rosetta bientôt en novembre. Sachez aussi que Mars et les comètes vont avoir un rendez-vous le 19 octobre, avec une rencontre cométaire de Mars qui, heureusement, n'ira pas toucher ni Mars. On va essayer d'observer. On va faire tous nos efforts pour l'observer depuis Mars. Plein d'événements spatiaux, et c'est fantastique. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.